Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Face Cheikh Tidiane, face Baye Mahmoud, il est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 7 septembre 2024. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Gamou international de Medina Baye, le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Dr Cheikh Tidiane était à Kaolack. Il assure que toutes les dispositions sont mises en place pour un meilleur approvisionnement en eau potable. Medina Baye reçoit beaucoup de fidèles du Sénégal, d'Afrique et du reste du monde. Kolda, agriculteurs et producteurs sont à l'école de la formation sur les moyens de prévention ou d'atténuation des affaires de l'utilisation des pesticides et l'élaboration d'un cadre de lutte antiparasitaire et de gestion des nuisibles et leurs résidus. Votre rubrique Djangado Chi Benen Anam ou Apprendre ensemble autrement s'intéresse aujourd'hui au pouvoir. Émission du juge d'instruction Ndeye-Fatou Cissé s'est entretenu avec l'avocat à la cour, Maître Adam Ndiaye. Sur l'international kényan, un incendie dévastateur a ravagé le dortoir de l'école primaire El Saïd Echouad à Neyri. 17 élèves ont perdu la vie. Et puis sport éliminatoire CAN 2025, des lions sans griffes accrochés par les étalons du Burkina Faso. C'était hier au stade Maître Abdoulaye Wade. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort. Dès que le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Seydi Hadj Libasse Mbaye assure les opérations techniques. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Le manque d'eau en quantité et en qualité dans la cité religieuse de Medina Baye, à quelques jours du Gamou international, est dénoncé par une bonne partie de la population qui déplore le fait que c'est un problème récurrent à des Niass habitants de Cheikh Tidiane. La situation de l'eau pose problème en quantité et en qualité, parce que les populations souffrent pour avoir de l'eau en quantité suffisante. Moi-même, je te donne mon exemple. Tous les jours que j'ai fait, je dors presque à 2h du matin. Pourquoi? Parce que l'eau ne vient pas au robinet. Il n'y a pas de pression. Donc les populations sont fatiguées pour avoir de l'eau. Bon, je ne sais pas quel est le problème. Donc quelles sont les causes de ce manque criard de pression? Mais les populations souffrent. Surtout, les semaines passées, il y avait un problème de qualité. L'eau était mélangée avec du sable. Mais ce problème est résolu. Mais actuellement, c'est un problème de quantité. C'est un problème de pression. Les populations ne parviennent pas à avoir de l'eau suffisante. Et normalement, c'est notre argent va à la société Sen'Eau. Donc, nous devons avoir vraiment de l'eau de façon permanente. À n'importe quelle heure, vous ouvrez votre fontaine, vraiment l'eau doit couler et avec de la pression. C'est une question, c'est un problème qui a été déploré par tout le monde. La semaine dernière, 2 ou 3 personnes m'ont appelé pour me dire que, mon frère, il y a un problème par rapport à la qualité de l'eau. Mais est-ce que vous avez fait cette remarque? J'ai répondu par l'affirmatif. Donc, j'ai fait cette remarque parce que c'est ma femme même qui m'a appelé pour me dire que viens voir la qualité de l'eau. Je lui ai dit qu'il faut arrêter, il faut fermer les robinets. Maintenant, le problème est que les populations vraiment dénoncent ce manque criard d'eau. Et je ne sais pas exactement les raisons. À quelques jours du Mauloud, notre reporter Cheikh Tidiane Diagne s'est rendu dans quelques artères de Medina Baye pour s'enquérir de la situation chaotique qu'Adignas dénonce concernant le manque criard d'eau. Réécoutons-le. C'est un paradoxe. On ne peut pas avoir de l'eau et avoir une facture élevée. Ça, c'est une contradiction. Moi, si vous prenez chez moi, chez mon père, la facture tourne presque autour de 80 000, 81 000 francs. Alors qu'on a de l'eau que la nuit. Que la nuit. La nuit. On profite de la nuit vraiment pour remplir les canaries, les bassines, etc. et toutes sortes de récipients. Et puis le lendemain matin, c'est fermé toute la journée jusqu'à encore la nuit. Ça veut dire qu'il faut attendre 24 heures pour avoir de l'eau. Et en fin de compte, avoir une facture qui tourne autour de 80 81 000 francs, 100 000 francs, là aussi, vraiment, il faut revoir les calculs. En tout cas, j'ai contacté des agents de Sen'Eau, vraiment, qui faisaient un travail ici, à l'endroit où on fait la prière de la Tabaski à Sam. Donc, on est en train de régler, c'est la vanne, je ne sais pas quelle vanne, je ne sais pas, c'est la vanne de Darou Rahmati ou bien c'est la vanne du lycée Valdiodio Ndiaye qui avait un problème. Donc, il était en train de faire ce qu'on appelle un curage pour faire sortir l'eau de mauvaise qualité. Mais, j'en ai parlé avec eux. Donc, qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? On est actuellement en train de faire des travaux. Je ne sais pas si ce sont ces travaux-là qui sont en train d'impacter, n'est-ce pas, sur les populations. Mais de toutes les façons, ça pose problème. On est fatigué. On est fatigué vraiment avec ce manque d'eau. Et on doit avoir de l'eau de façon permanente, en qualité et en quantité suffisante. Parce qu'on est à 10 jours du Mauloud international du Gamou de Medina Baye. Je ne dirais pas Medina Baye, mais tout Kaolack. Parce qu'il y a plusieurs
foyers religieux qui préparent le gamou. Et ces populations vraiment ne doivent pas être confrontées à ce manque d'eau qui est en train de s'installer au niveau de Kaolack. Je ne sais pas si c'est une raison technique ou bien si c'est à cause des robinets qui sont implantés partout au niveau des quartiers ou bien des foyers religieux à cause du Mawlud, ou je ne sais pas exactement la cause. Mais c'est un problème, n'est-ce pas, que les populations vraiment vivent de façon vraiment difficile. Propos recueillis par Cheikh Tidiane Diagne. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Diagne, a fait la revue des mesures mises en œuvre par ses services afin d'assurer l'approvisionnement en eau. Cette visite à Medina Baye intervient à quelques jours du Gamou international de Medina Baye. Aline Badara Diop. En prélude du Gamou international de Medina Baye, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Diagne, était en visite dans la ville de Mbossi-Koumba-Djiguène pour s'inquiéter de la situation. Oui, alors c'est une visite pour faire un peu l'état des lieux du dispositif qui a été mis en place en préparation du Mawlud. Vous le savez, Kaolack reçoit beaucoup de fidèles de l'intérieur du pays et de l'Afrique comme de la diaspora. Il était important que nous venions ici pour visiter les installations en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable, mais également regarder les dispositions qui sont prises pour soulager les pèlerins en cette période d'hivernage et regarder donc ce qui est fait en matière d'assainissement. Vous savez que j'étais déjà venu à Kaolack à deux reprises d'ailleurs, et à chaque fois c'était pour anticiper sur l'hivernage et prendre les dispositions appropriées. Et aujourd'hui que nous allons vers cet événement. Donc ce matin j'ai fait le tour pour regarder tout ce qui est installé pour que l'eau puisse être distribuée convenablement aux populations. La problématique de l'eau est toujours présente. Pendant ce temps, le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique annonce que des solutions seront proposées. Lorsque nous sommes arrivés, malheureusement, il y avait ici à Kaolack un forage qui avait quelques soucis, le forage F4, et je m'y suis rendu directement pour sur site, séance tenante avec les équipes techniques, prendre les mesures appropriées pour trouver une solution. Et dans les 3 prochains jours, au plus tard, ce forage sera devenu opérationnel pour que lors du Gamou, personne n'ait de problème en matière de distribution d'eau. Et de la même façon, nous avons aussi mis en circulation un certain nombre de camions-citernes dans la ville pour que l'eau soit distribuée dans les différentes familles. Il y aura aussi des points d'eau qui seront ouverts dans les différents quartiers, mais également tous les sites qui accueilleront des populations seront également servis en eau potable pour que tout se passe convenablement. Une forte délégation l'accompagne ici, dans la ville de Mbossi-Koumba-Djiguène, commençant à Mirina Mbaba, le forage du lycée Valdiodio Ndiaye, le quartier de Tchofak, avant de rejoindre le domicile du khalife général de la Fayda Tidjaniya, Cheikh Mohamedoul Mahi Cheikh Ibrahima Niass. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Diagne, rassure que toutes les mesures sont prises pour un bon déroulement du Gamou international de Medina Baye, édition 2024. Un bon déroulement de l'édition 2024. Le ministre Cheikh Tidiane Diagne annonce qu'après l'hivernage, le réseau sera densifié dans cette ville puisque le département compte mettre en œuvre des projets structurants. Cette vision ambitieuse concerne le volet approvisionnement en eau potable. Ce sont des centaines de milliers, voire des millions de pèlerins qui seront ici tout le Gamou. De la même façon aussi en matière d'assainissement, vous le savez que nous sommes en période d'hivernage, mais comme nous avions déjà anticipé sur le curage des caniveaux, sur tout ce qui est redimensionnement, écrêtage et autres des bassins de rétention autour de Kaolack, en collaboration entre les équipes techniques du ministère, notamment l'ONAS et toutes les autres structures comme la DPGI, mais également la mairie de Kaolack et aussi les communautés, parce que nous avons beaucoup travaillé ici avec les associations à la base. Tout ce travail a produit des effets et aujourd'hui nous sommes quasiment jusqu'à maintenant et on prie pour que cela continue, malgré le fait que l'hivernage n'est pas terminé. Nous avons aujourd'hui une situation assez tenable en ce qui concerne l'assainissement et c'est cela que nous voulons poursuivre. Nous avons visité un certain nombre de sites, des canaux et des ouvrages pour voir tout ce qu'il faut faire avant le Gamou. Ça sera fait, Inch'Allah. Mais comme je l'ai déjà annoncé lors de mes 2 dernières visites, les premières, le travail de fond sera fait aussitôt après l'hivernage et où on mettra en place les projets structurants qui sont destinés à cette ville Kaolack en matière d'assainissement, comme ce sera le cas dans d'autres villes du Sénégal avec des ouvrages structurants, avec des projets d'envergure sur le long terme pour que progressivement dans les années à venir, plutôt que d'être chaque année dans des petits ouvrages ou de petits projets, qu'on soit maintenant sur un plan directeur de masse dans chacune des grandes villes pour que dans quelques années on règle la question de l'assainissement. De la même façon, en ce qui concerne l'eau potable, vous avez déjà entendu parler des grands projets de transfert d'eau, vous avez entendu parler des autoroutes de l'eau qui sont une surpriorité pour le gouvernement du Sénégal. D'ailleurs, de là où il est en Chine en ce moment, le président est en train d'avoir des échanges de haut niveau avec son homologue chinois pour que ce pays et tous les autres partenaires au développement également du Sénégal viennent nous aider à mettre en place, disons, ces projets structurants qui régleront définitivement, au moins sur une 50aine d'années, la question de l'accès à l'eau potable.
À l'instant, le ministre Dr Cheikh Tidiane Dièye, pour faire face à la salinisation de l'eau de Kaolack du fait de sa situation géographique, il était important de visiter les installations destinées à un bon approvisionnement en eau potable et les dispositions prises en matière d'assainissement pour soulager les pèlerins. Dans l'agglomération dakaroise qui s'appelle maintenant DMT, Dakar-Mbour-Thiès, mais aussi la ville de Touba et toutes les autres villes, notamment ici à Kaolack, où l'eau, on le sait, est l'eau assez salée du fait de la position géographique de Kaolack avec le fleuve. Mais nous avons identifié des champs captants à Malem Odar, où il y a des quantités d'eau quasi infinies, en tout cas de très grandes quantités, qui seront transférées sur Kaffrine, sur Kaolack, sur Fatick et toute cette zone autour du Sine Saloum, qui, on le sait, a des problèmes d'accès à l'eau, qui causent même des problèmes de santé publique. Mais avec ces projets-là, Inch'Allah, dans les tout prochaines années à venir, ça sera réglé par le gouvernement. Donc voilà pourquoi nous tenions à la fin de notre visite à venir voir le calife et lui tendre nos mains et solliciter ses prières. Parce que nous sommes persuadés qu'avec l'ambition que tient le président de la République, qui a demandé Ousmane Sonko et à tout le gouvernement d'accélérer la marche, d'accélérer les projets pour soulager rapidement les Sénégalais, nous avons sans doute besoin de nos techniciens, nous avons besoin de nos partenaires, nous avons besoin de mobiliser des ressources financières, mais nous avons besoin encore plus de prières de nos guides religieux et c'est ce que nous avons obtenu de ce saint homme et nous sommes persuadés qu'avec les prières qu'il vient de formuler à l'endroit du président de la République, du Premier ministre et de tout le gouvernement, nous sommes persuadés que quelle que soit la grandeur ou l'immensité de la tâche et de nos ambitions, nous allons pouvoir réaliser les projets dans les années à venir pour le grand bien du peuple sénégalais. Donc voilà un peu le sens de notre visite ici à Kaolack. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, est auprès du khalife général de la Faydoute Ibrahima Ya à Medina Baye. Le président de la commission communication du COMOF, Abdou Salam Thiam, sur les stratégies en termes de rencontres et de dispositifs que sera mis en place pour faciliter le travail de la presse lors du Gamou international de Medina Baye. Concernant la commission communication que je coordonne, nous avons commencé à travailler depuis l'entame de la préparation de ce Maouloud Gamou Medina Baye 2024. En termes de stratégie, c'est toujours la routine. Nous commençons par collaborer avec la presse communautaire de la communauté de Baye-Niasse ainsi que la presse locale en les informant de ce qui se passe en termes de rencontres de préparation et aussi en termes de dispositifs qui sera mis en place pour faciliter le travail et aussi tout autre appui que la commission pourrait faciliter au sein du comité d'organisation pour les permettre d'avoir les ressources qu'il faut pour vraiment avancer dans cette mission qu'ils se sont assignées toutes et tous. Il y a aussi au niveau central ou bien au niveau national les rencontres auprès des médias d'État, donc les dirigeants, les directeurs des médias d'État, pour les informer de l'événement qui est le Gamou international, mais aussi de voir avec eux qu'est-ce que ces médias d'État ont prévu pour Medina Baye et comment on peut mieux prendre en compte nos besoins, nos attentes afin de renforcer à chaque fois la visibilité de cet événement auprès de ces médias d'État, mais aussi auprès des autres groupes de presse au niveau du Sénégal. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment voir comment les démarcher afin de les inviter, mais aussi de bien les accompagner à prendre en charge la couverture médiatique de ce Gamou. Abdou Salam Thiam, le président de la commission communication, rassure que les journalistes seront mis dans de très bonnes conditions, les accompagner en termes d'orientation, notamment sur les sites à faire découvrir et les personnalités à rencontrer. Réécoutons-le. Donc en plus de la mobilisation des médias, il y a aussi tout ce qui est faciliter le travail sur le terrain. D'abord en termes d'accueil et d'hébergement, selon nos moyens, on va vraiment s'efforcer vraiment d'accueillir et d'héberger les journalistes qui viennent hors de Kaolack pour les mettre dans les meilleures conditions, les restaurer, mais aussi et surtout les accompagner dans le travail en termes d'orientation sur les sujets à traiter, sur les thématiques à valoriser, sur les sites à faire découvrir, sur les personnalités et personnes ressources à rencontrer afin d'avoir le bon message du Gamou à délivrer pour vraiment faire passer le message de Medina Baye à travers le Sénégal mais aussi au-delà de nos frontières. Donc il y a ça. Par rapport sur le dispositif technique aussi se poursuit au sein de l'esplanade. Donc c'est une nouvelle infrastructure et ceux qui l'ont construit
nous ont garanti d'avoir pris en compte les besoins des médias en termes de couverture. Donc ça nous rassure et ça va certainement rassurer les journalistes qui à chaque fois sont à la quête de l'information. Donc c'est tout ce qu'on pouvait dire en attendant et démontrer encore une fois notre disponibilité et aussi notre volonté à s'adapter, à se réinventer, à être flexible pour prendre en compte les besoins, les spécificités de tous les médias qui sont conviés et qui répondent à notre appel pour vraiment les aider à faire le travail dans les meilleures conditions. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Médine by Immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé et Studio Ali Momar Alilo. L'info se poursuit sur les www.radioalfayda.net lors de l'ouverture de l'atelier de vulgarisation des missions et métiers de la Caisse de dépôt et consignation. Le directeur général Fadilou Keïta revient sur ce qu'il appelle la répartition des espèces égalitaires des investissements. Cet atelier vise à un peu mesurer nos capacités en matière de mobilisation de ressources internes. Il est question de collecter et de sécuriser, d'investir après et de financer. Mais comment est-ce qu'on doit collecter? Qui doit collecter? Qui est-ce qui est habilité? La CDC a pour mission de collecter, de sécuriser, de fructifier de l'argent pour l'investir dans l'intérêt général. Mais en matière d'investissement aussi, la CDC est édictée par les orientations, les options qui sont définies par l'État à travers une note de politique sectorielle, à travers un document référentiel de politique économique et sociale. Aujourd'hui, nous parlons du projet. C'est ce projet, ces filaments, ces différents découlements, ces différentes déclinaisons, sa traduction en programme, en plan, qui guideront jour et nuit les actions de la CDC. Cet atelier de partage aujourd'hui qui vise à vulgariser les métiers de la CDC a aussi pour objectif d'asseoir une certaine dynamique de coopération. Aujourd'hui, nous en sommes à un contexte très difficile où les budgets sont écorchés, où l'installation d'une nouvelle gouvernance vient juste de prendre forme. Il nous faut trouver des mécanismes, des leviers, des articulations permettant un peu de faire face à cette situation financière extrêmement tendue. Justement, les caisses de dépôt et consignation, du fait de l'argent que nous recevons, qui n'est pas de l'argent cher, parce que l'argent a un coût, du fait de ce circuit parallèle, du fait de ces options alternatives que la CDC peut proposer en matière de mobilisation de ressources domestiques, fait d'elle une des premières catalysateurs de ressources domestiques. À mettre à disposition aux collectivités, à aider aussi le financement des projets et programmes structurants de l'État. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas de mission propre, hormis celles qui sont confiées par la loi, hormis ces options et stratégies qui sont définies par l'autorité. Aujourd'hui, la CDC est l'interlocuteur privilégié des collectivités territoriales, parce que de par la loi, elle a pour mission aussi de financer les travaux d'infrastructure des collectivités territoriales. La CDC aussi se questionne sur l'orientation de l'investissement public. La CDC se questionne sur la répartition spatiale égalitaire des investissements. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'à l'image du TER, du BRT, 99% ou 90% des investissements sont faits au niveau de Dakar. Dakar, c'est la capitale, c'est vrai. Mais pour être impactant, pour être sérieux, pour vraiment que ces gens-là qui sont partie prenante au PIB et qui contribuent de manière très modeste, je vais adresser au secteur primaire qui quand même parle 60% de la population qui ne sont pas forcément à Dakar. Aujourd'hui, le foncier qui doit permettre de faire de l'aménagement, de l'habitat social, les ressources naturelles, le logement social n'est pas à Dakar. Le foncier qui le fera sera dans les terroirs. Il nous faut donc adresser en direction des collectivités territoriales. À l'instant, le directeur général Fadilou Keïta lors de l'ouverture de l'atelier de vulgarisation des missions et métiers de la Caisse de dépôt et consignation. Direction Kolda, où producteurs et agriculteurs sont à l'école. Comment utiliser de manière sécurisée les pesticides et des produits qui permettent de cultiver contre certains ravageurs pour protéger l'homme et l'environnement. Mariem Soda Diallo, coordonnatrice de l'unité évaluation environnementale et gestion des risques du centre de suivi écologique lors de cette rencontre tenue à Kolda. Les conséquences sur la santé humaine, c'est déjà évident. Vous savez que c'est des produits qui sont nocifs de manière générale et qui ont des impacts sur la santé. Ça peut aller jusqu'à des problèmes cutanés, des problèmes respiratoires, mais des problèmes beaucoup plus graves comme des cancers à long terme. Ou bien ça peut impacter également surtout les femmes enceintes, les fœtus, etc. et causer des malformations chez les nouveau-nés. Je pense que tout le monde a entendu parler de ce problème qu'il y a eu en Europe sur
d'utilisation de pesticides et qui ont entraîné des cancers chez certains utilisateurs. Donc ce sont toutes ces problématiques-là qui vont être débattues et nous allons également travailler avec les acteurs. Comment utiliser de manière sécurisée ces pesticides parce que c'est aussi des produits qui sont utiles. Ça nous permet de lutter contre certains ravageurs, etc. C'est utile, mais comment les utiliser pour que les opérateurs puissent être protégés et que l'environnement également puisse être protégé. C'est de cela dont il sera question aujourd'hui. Je pense qu'au niveau sanitaire, il y a quand même beaucoup de dégâts qui sont causés. Je ne peux pas aller jusqu'à donner peut-être des chiffres, mais souvent on entend parler de cas d'intoxication. Des fois également, on a des problèmes qui sont assez mystérieux qui se passent dans certaines localités, qui à première vue ne sont pas liés à l'utilisation des pesticides, mais avec les investigations, on se rend compte que c'est suite à des ingestions de produits, soit qui sont stockés là où ils ne devaient pas être stockés et qui sont utilisés de manière accidentelle par des personnes, soit tout simplement on a ingéré ou on a été en contact pendant longtemps avec des doses, même s'ils sont minimes, avec ces produits qui peuvent à la longue causer des maladies. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au Sénégal, peut-être on n'a pas ce suivi-là régulier qu'on fait au niveau des opérateurs de ces pesticides pour pouvoir donner aujourd'hui des chiffres qui peuvent être exacts. On souffre de quelque chose, on va à l'hôpital, mais souvent ce n'est pas directement lié à notre activité. Du coup, il y a des sujets qui échappent justement à ce contrôle-là. Donc je pense qu'il y a un travail quand même à faire en termes de suivi des opérateurs qui utilisent les pesticides pour qu'aujourd'hui on puisse avoir des chiffres réels basés sur des protocoles ou des méthodologies scientifiques qui nous permettront d'avoir des idées claires sur. À l'instant, Mariam Sodo Diallo, coordonnatrice de l'unité évaluation environnementale et gestion des risques du Centre de suivi écologique de Dakar. Le service régional du développement rural, en tant que partenaire avec Agropole Sud, ayant signé une convention, trouve pertinent cette formation. Amadou Baldé et le DRD de Kolda, au micro d'Alkali Kandé. Chaque année, l'Agropole met à la disposition des acteurs, des producteurs, des semences de maïs, des engrais. Et cette année, ils ont augmenté un produit phytosanitaire, presque plus de 3000 litres. Alors, comme tout le monde sait, l'utilisation en tout cas de ces produits a un impact sur notre environnement. Et nous avons convié, dans le cadre en tout cas de ce programme, pour former nos acteurs. Et un atelier de renforcement des capacités de tous les acteurs sur la bonne gestion, les bonnes pratiques en matière d'utilisation des produits phytosanitaires. Comme l'Agropole a un plan d'action avec d'autres partenaires sur la gestion de l'environnement, aujourd'hui cet atelier permettra en tout cas à tous ces acteurs d'échanger en tout cas l'impact de ces produits sur notre environnement, mais aussi sur la santé humaine. C'est presque plus de 8000 tonnes d'engrais qu'on a distribués au niveau des 3 régions et du produit. Ces produits que nous utilisons, le plus souvent, nos producteurs, ils ont des pratiques qui ne répondent pas aux normes d'utilisation des produits. Il nous arrive parfois de voir un producteur qui a un pulvérisateur qui met du produit, il n'utilise pas de matière de protection, il n'utilise pas de masque. Et ça a un impact négatif sur sa santé humaine. Mais l'utilisation aussi abusive des produits peut entraîner un danger sur les produits que nous consommons, mais aussi sur l'environnement, notamment sur l'eau, mais aussi sur d'autres insectes qui ne sont pas cibles dans cette utilisation. L'Agropole nous a accompagnés cette année en mettant à place un produit. Lequel produit permet de lutter contre la chenille. Et tout le monde sait que chaque année, la chenille revient à pareille période pour créer beaucoup de dégâts. Et ça amène des pertes de production à hauteur presque de 20 jusqu'à 30%. Et c'est un aspect sur lequel nous comptons vraiment comment développer pour réduire en tout cas les pertes. Parce que les semences qu'on met à notre disposition, c'est des semences qu'on doit multiplier, c'est des semences de pré-base, considérons comme quelque chose de sacré. Et nous ne voulons pas les perdre. C'est pourquoi l'Agropole a jugé nécessaire cette année de nous accompagner en mettant à notre place, à notre disposition ce produit. Et aujourd'hui, tous les acteurs sont conviés à ces rencontres. Et nous allons partager en tout cas l'information sur les bonnes pratiques, mais aussi quelles sont les mesures alternatives aussi dans l'utilisation de ces produits. Et cet atelier en tout cas va permettre à tous ces acteurs aujourd'hui qui sont présents de voir comment il faut lutter contre cette chenille, à quelle période il faut utiliser le produit, mais aussi comment se protéger et comment protéger notre environnement. Et ça, c'est un aspect important. Madame Diallo est revenue sur les aspects sur lesquels parfois les gens ignorent quelles sont les causes. Parfois, c'est lié à l'utilisation des produits. À Kolda, les agriculteurs et producteurs sont à l'école de la formation sur les moyens de prévention ou d'orientation des efforts de l'utilisation des pesticides. Ousseynou Konaté, coordonnateur régional du projet agricole Sud, au micro d'Alkali Kandi.
L'objectif poursuivi au niveau du projet Agropole spécifiquement, c'est vraiment de renforcer les capacités des acteurs des filières agro-industrielles. J'en rappelle qu'on a 3 filières sur lesquelles nous intervenons, notamment la mangue, l'anacarde et le maïs en termes de filières prioritaires, mais aussi les produits forestiers non ligneux en termes de filières complémentaires. Et dans ces produits, le projet doit améliorer les rendements d'au moins 40% pour répondre aux besoins des demandes des futurs agro-industriels, pour ainsi relever le défi de la disponibilité de la matière première. Mais quand on parle de l'augmentation de rendement, cela va de soi, on parle effectivement du respect des itinéraires techniques. Et dans ces itinéraires techniques, il y a des intrants. C'est ce qui effectivement motive ou justifie que le projet, durant chaque campagne, accompagne les organisations partenaires pour l'accès aux intrants. Pour quelques chiffres, cette année, on a accompagné en termes d'engrais 840 tonnes d'engrais pour les 3 régions et 3200 litres de produits phytosanitaires, sans compter 39 tonnes de semences certifiées sur le maïs. À côté du maïs, on a accompagné aussi pour la filière mangue 160 000 plants de mangue greffés mis à la disposition des producteurs pour améliorer la production de mangue. Pour l'anacarde, c'est 250 000 plants qui ont été mis à disposition des producteurs. Et ces accompagnements doivent être encouragés, doivent être accompagnés, mais doivent être encadrés. C'est dans ce cadre, conformément effectivement au plan de gestion des pestes et pesticides, on a organisé cet atelier de renforcement de capacité pour effectivement renforcer, former les acteurs sur l'utilisation sécurisée de ces produits phytosanitaires. Parce que c'est des produits qui permettent de pouvoir augmenter les rendements, mais qui peuvent impacter négativement l'environnement et la santé humaine. Donc il était de notre devoir de pouvoir accompagner les acteurs dans l'usage sécurisé de ces intrants de manière générale, mais spécifiquement vraiment les pesticides. C'est vraiment l'objectif qui nous motive aujourd'hui pour pouvoir organiser cet atelier. Mais au-delà de la prise en charge du traitement de ces ravageurs, il faut aussi réfléchir sur quel cadre, sur quel dispositif pour mettre en œuvre et accompagner le plan d'action pour la lutte contre ces ravageurs. Ce n'est pas une activité ponctuelle, c'est une activité qui doit se dérouler tous les jours et même au-delà du projet. C'est toute la pertinence vraiment du regroupement de tous ces acteurs, à savoir des prestataires, des organisations de producteurs, des services techniques déconcentrés, des ONG, mais aussi des agents de la presse pour qu'on puisse quand même mettre en place un dispositif et continuer ce travail de sensibilisation et d'information pour que les futurs usagers puissent quand même prendre toutes les précautions nécessaires pour en fait utiliser ces produits dans les meilleures conditions. Kolda, où vous nous suivez sur les www.radioalfayda.net. Retour à Kaolack pour parler santé. Présentation des résultats engagés lors du deuxième passage de la CPS. Le superviseur du district sanitaire de Kaolack, Serigne Abdou Seck, sur les signaux sont verts. Il est ici au micro d'Aline Patara Diop. Et profitez pour vous dire qu'on était réunis aujourd'hui ici dans le centre de santé de Kasnack et plus précisément dans la salle Moussa Ndiaye pour vraiment partager les résultats du deuxième passage de la CPS avec les aînés. Les aînés, vraiment, c'est des responsables au niveau communautaire comme au niveau domiciliaire. Et vraiment, comme ils ont eu à nous accompagner pour la mise en œuvre de cette stratégie, donc il est nécessaire vraiment de leur présenter les résultats qu'on a engrangés. Et vraiment, c'est des résultats satisfaisants parce que l'ensemble des 21 postes de santé qui mettent en œuvre cette stratégie au niveau de la commune de Kaolack et de celle de Kahone ont eu à avoir une couverture réelle dépassant les 80%. Ce qui dit que l'ensemble de ces PPS-là sont au vert aujourd'hui par rapport à la CPS. Donc il est bon de présenter ces résultats à ces collaborateurs-là, les aînés, pour qu'ils puissent vraiment comprendre qu'ils ont eu à contribuer à la réussite de cette stratégie. Mais aussi les inviter et susciter davantage leur adhésion et leur accompagnement par rapport au troisième passage qu'on va démarrer incessamment demain, Inch'Allah, au niveau de Kaolack. Si bien qu'au niveau national, dans l'ensemble des 5 régions qui mettent en œuvre cette stratégie, on a démarré et donc le troisième passage va se dérouler le samedi, le dimanche et le lundi. Et nous invitons l'ensemble des parents dans les zones de mise en œuvre de la CPS de bien vouloir retenir les enfants pour ces 3 jours pour qu'on puisse leur administrer ces médicaments pour prévenir le paludisme.
À l'école de la vie, tout s'apprend. Django Chibeden Anam, ou apprendre ensemble autrement, s'intéresse aujourd'hui. Émission du juge Ndeye Fatou Cissé s'entretient avec l'avocat à la cour, Maître Adamandjaï. La criminalité et autres faits qui requièrent des enquêtes poussées quotidiennement dans les sphères de la justice. Le terme juridique, c'est dire mener une instruction ou une information judiciaire. Ce qui place souvent le magistrat instructeur au devant de la scène. Votre rubrique Apprendre ensemble autrement s'intéresse donc ce samedi au pouvoir émission du juge d'instruction. Et pour en parler, nous sommes avec l'avocat à la cour, Maître Adamandjaï. Alors, le juge d'instruction, généralement, il vient en complément d'enquête ou bien il est saisi au principal. C'est une personne donc, qui pose donc, des mesures d'instruction sur initiative de la personne lésée. Ça veut dire qu'une personne peut estimer que lésée par un fait qu'on peut qualifier d'infraction. Il saisit directement le juge d'instruction par ce qu'on appelle une plainte avec constitution de partie civile. Alors à partir de ce moment, le juge d'instruction mène l'instruction. Il peut également, après avoir donc lu le dossier, choisir d'instruire ou de ne pas instruire. Il y a aussi une autre manière de saisir le juge d'instruction, c'est la saisine par le procureur de la République. C'est-à-dire qu'au cours, si une infraction est constatée par les officiers de police judiciaire, le procureur de la République naturellement actionne la police judiciaire, les officiers et agents de police judiciaire qui sont chargés de mener ce qu'on appelle les enquêtes préliminaires. À la suite de ces enquêtes préliminaires, il y a pour certaines procédures, par exemple pour la procédure criminelle, l'instruction est obligatoire. Donc le procureur de la République, après avoir reçu les éléments d'enquête des officiers de police judiciaire, est obligé de saisir le juge d'instruction parce que c'est la procédure qui est exigée en matière criminelle. Il peut, en matière correctionnelle, s'il reçoit les procès-verbaux d'enquête préliminaire, il peut estimer que l'enquête n'est pas suffisamment menée, ou en tout cas qu'il lui manque des éléments ou qu'il lui manque des personnes à interpeller. Alors là, il saisit le juge d'instruction en lui demandant d'ouvrir une information judiciaire. À partir de là, le juge d'instruction continue, ou en tout cas l'enquête menée par les officiers de police judiciaire. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je vous ai dit qu'en fait c'est le juge qui est chargé de faire les enquêtes. C'était le terme terre à terre, mais en fait le terme juridique c'est dire mener une instruction ou une information judiciaire. Alors c'est un juge qui a de larges pouvoirs parce que dans le cadre de ses missions d'enquête, il peut interpeller toute personne qu'il estime liée à l'affaire sur laquelle il instruit. Il peut délivrer des mandats, comme le mandat de dépôt. Dans certains cas, c'est obligatoire. Il peut délivrer des mandats d'arrêt si la personne recherchée et qu'il a convoqué ne comparaît pas, ou en tout cas si la personne est introuvable. Il peut délivrer un mandat d'arrêt que les officiers de police judiciaire vont être chargés d'exécuter. Délivrer des mandats d'amener. Le mandat d'amener, ça dit qu'il donne l'instruction aux officiers de police judiciaire de lui amener telle personne. Il peut délivrer des mandats de comparaître. C'est des instructions donc à donner à certaines personnes en vue de leur comparution devant ce juge d'instruction. Il peut aussi parfois faire des descentes sur le terrain. Généralement en matière criminelle, il fait une descente sur le terrain pour faire ce qu'on appelle la reconstitution des faits. Et il peut aussi faire des perquisitions lui-même. Mais toutefois retenez que pour ce qui est de la perquisition, pour ce qui est de la descente sur le terrain, il peut également faire une délégation judiciaire qu'il adresse à un officier de police judiciaire en lui chargeant un certain nombre de missions. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur le juge d'instruction. C'est un enquêteur, il mène une enquête et dans le cadre de cette enquête, il bénéficie d'énormes pouvoirs. Et généralement, quand vous allez dans les juridictions, la pratique c'est que le juge d'instruction est quelqu'un d'assez ancien. Généralement, c'est le plus ancien après le président. Généralement, c'est lui qui est chargé de faire office de juge d'instruction parce qu'il dispose donc d'énormes pouvoirs et généralement, c'est des pouvoirs assez contraignants parce que vous savez, pour prendre des mesures privatives de liberté, quand on parle du juge d'instruction, il faut aussi noter qu'il intervient dans un niveau un peu inférieur parce que c'est dans les tribunaux d'instance et dans les tribunaux de grande instance qu'on trouve ce qu'on appelle les juges d'instruction. Alors, il est évident que les décisions prises par les juges d'instruction sont susceptibles de recours. C'est-à-dire que si un juge d'instruction prend un mandat de dépôt, ainsi de suite, ou un refus de mise en liberté provisoire, cette décision peut être attaquée devant ce qu'on appelle la chambre d'accusation. Alors la chambre d'accusation, c'est une chambre d'instruction, d'appel. Donc il est chargé de statuer sur les appels, statués par les personnes, que ce soit partie civile ou prévenue, ou même le procureur, sur donc les décisions rendues par le juge d'instruction. Sauf qu'il faut noter que devant la chambre d'accusation, ce n'est pas un seul juge, c'est 3 juges. La chambre d'accusation, c'est une composition spéciale de la cour d'appel, à la tête de laquelle donc, on a un président qui est assisté d'autres conseils et le code de procédure pénale dit que ce soit même le président ou même les autres membres de la chambre d'accusation peuvent être également rattachés à d'autres chambres. Ça veut dire que donc c'est une chambre qui se réunit, le code de procédure pénale est assez clair là-dessus, se réunit au moins une fois dans la semaine. À Dakar par exemple, la chambre d'accusation se réunit le mardi et le jeudi. Bon, dans les autres régions, c'est généralement une fois dans la semaine.
Et voilà, ça n'est donc tout pour aujourd'hui. Rendez-vous prochainement avec un autre sujet. Actualité internationale. Sur l'international, un incendie dévastateur a ravagé le dortoir de l'école primaire El Saïd Edacha à Nairi, Kenya. 17 élèves ont perdu la vie. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Kenya, au moins 17 élèves ont été tués dans un incendie qui a ravagé le dortoir de leur école dans le centre du pays, a annoncé vendredi la police. L'incendie à l'académie Hillseed Andaracha du comté de Nyeri s'est déclaré vers minuit, a indiqué la police sans préciser l'âge des victimes. D'autres corps seront probablement retrouvés une fois terminée l'inspection des lieux de l'incendie, a estimé la police. La cause de l'incendie reste inconnue, a-t-elle précisé, mais une enquête a été ouverte. Actualité internationale. En Guinée, l'activité économique a tourné au ralenti hier, jeudi, à Conakry, alors qu'un appel à manifester pacifiquement lancé par l'opposition a été peu suivi 3 ans après la prise de pouvoir des militaires. Ce mouvement de contestation visait à dénoncer la répression de la junte envers les dissidents, demander rétablissement des libertés et exiger le retour à un régime civil avant la fin de l'année. Actualité internationale. Un Rwandais de 75 ans a été condamné à 20 ans de prison pour complicité lors des massacres perpétrés pendant le génocide des Tutsis au Rwanda de 1994, ont rapporté jeudi des médias officiels. Venant Rutunga avait été extradé des Pays-Bas vers le Rwanda en 2021 où il a été jugé sur des accusations de massacre qu'il aurait ordonné il y a plus d'un quart de siècle. Actualité internationale. En Côte d'Ivoire, plusieurs activistes de la cause LGBT ont exprimé jeudi leur inquiétude après une vague d'agressions homophobes, verbales et physiques alimentées par les réseaux sociaux qui visent les personnes homosexuelles et ou transgenres. Depuis un mois, la vague de haine a démarré sur les réseaux sociaux début août après des rumeurs dénonçant un cas de pédocriminalité qui aurait impliqué une personne homosexuelle. Actualité internationale. L'ONU a condamné hier le meurtre violent de l'athlète ougandaise Rebecca Cheptegei, brûlée vive par un homme présenté comme son compagnon dans l'ouest du Kenya. Décrivant la mort de la marathonienne de 33 ans, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, a affirmé que les violences basées sur le genre sont une des violations et devraient être traitées comme telles. Monsieur Dujarric a évoqué des chiffres onusiens estimant que toutes les 11 minutes, une femme ou une fille est tuée par son partenaire ou un membre de sa famille quelque part dans le monde. Actualité internationale. L'actualité sportive. Une page sportive que nous ouvrons avec les éliminatoires de la CAN Maroc 20-25. Le Sénégal tenu en échec hier par le Burkina Faso sur le score d'un but partout. Kalidou Koulibaly dit être déçu. Voici sa réaction. On n'a pas réussi à tuer le match et voilà, à la fin on se fait égaliser à la dernière seconde. On est très déçus. Après c'est dommage parce que je pense qu'on pouvait maîtriser un peu plus le match. On ne l'a pas fait en deuxième mi-temps. Je pense qu'on voulait gérer le match et ça a été difficile. Mais bon, on va continuer à travailler. On ne va pas baisser la tête. On sait que c'est le début des qualifications. On va tout faire pour pouvoir se qualifier. Quelle interprétation faites-vous des sifflements du public sénégalais à la fin du match? Je les comprends. Ils veulent gagner. Ça fait 2 fois d'affilée qu'on se fait égaliser à domicile. Ils ont envie de voir l'équipe du Sénégal gagner, qu'on leur donne de la joie. Ça fait 2 fois qu'on échoue et je les comprends, mais bon, on va tout faire pour les rendre le plus rapidement possible à la maison et ça sera contre le Malawi, Inch'Allah, mais déjà il y a un match contre le Burundi. On va tout faire pour le gagner, pour venir dans de bonnes conditions le mois prochain, Inch'Allah. Kalidou Koulibaly. Dans les autres rencontres, Togo et Libéria ont fait match nul 1 but partout. Sierra Leone, Tchad, 0 but partout. Égypte bat le Cap-Vert 3 buts à 0. Mali et Mozambique ont fait match nul 1 but partout. Maroc bat le Gabon 4 buts à 1. Côte d'Ivoire bat Zambie 2 buts à 0. À 16h, Mauritanie reçoit Botswana. Cameroun, Namibie. Nigeria joue le Bénin à 16h. En Europe, Ligue des Nations.
Allemagne-Hongrie, Pays-Bas, Bosnie-Herzégovine à 18h45, Géorgie, République tchèque, Ukraine reçoit Albanie, Irlande reçoit Angleterre, Grèce reçoit Finlande. Qualification zone Amérique du Sud, hier Uruguay et Paraguay ont fait match nul blanc 0 but partout. Le Brésil bat l'Équateur 1-0. Pérou et Colombie ont fait match nul 1 but partout. Basketball pour terminer, Afrobasket U18 après avoir été battu par le Mali. Le Sénégal joue la Côte d'Ivoire à 15h30, comptant pour la deuxième journée du tournoi. 12h38 tout de suite, la revue du quotidien. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur le quotidien Walf le matin. La presse du jour, lue et parcourue en 2 minutes 56 par Gonejay. Bonjour et bienvenue. Bras de fer tout autour de la déclaration de politique générale. Bassirou Diomaye Faye siffle la fin de la récréation. Titre à la une de plusieurs quotidiens parus ce matin. Bassirou Diomaye Faye dans le quotidien met fin au débat, imposant sa date et sauvant son premier ministre, commente l'info quotidien. La date du 13 septembre finalement retenue par le président Bassirou Diomaye Faye. L'Assemblée nationale se plie, lit-on dans l'Indépendant. Bassirou Diomaye Faye tord le bras au Parlement, évoque Rewmi Quotidien. Conformément à ses prérogatives constitutionnelles, le chef de l'État a informé l'hémicycle dans une lettre datée le 6 septembre 2024 que la déclaration de politique générale se tiendra le vendredi 13 septembre en accord avec l'article 97 du règlement intérieur de l'institution. Ainsi, Amadou Mame Diop prend acte et réaménage le calendrier de la 3e session extraordinaire prévue lundi, renseigne 24 heures Yénikaï. Sur cette DPG, politisation d'une tradition républicaine, la déclaration de politique générale devient une déclaration de polémique générale. Agriculture, on en parle dans cette revue des quotidiens, pause pluviométrique sur une bonne partie du territoire. Grosse inquiétude du monde rural, s'exclame l'informateur. À Linguère, les cultivateurs redoutent une perte massive des cultures. Saint-Louis présente un tableau pluviométrique déficitaire. À Nioro, les producteurs de maïs alertent face à une attaque d'insectes, poursuit le même journal. Poursuivons toujours cette revue des quotidiens avec un autre sujet, marche de protestation contre Cheikh Omar Diagne. La communauté mouride en croisade contre le ministre, fait savoir le quotidien. Manifestation à Masalikul Jinan. Les mourides réclament la tête de Cheikh Omar Diagne d'après Walfadjri quotidien. À Amo Tefes, 2 imams se battent pour diriger la prière du vendredi. Le préfet annonce la fermeture de la mosquée, informe l'Obs quotidien. Amélioration du fonctionnement des CRCF. Le directeur général de la RTP, Daïrou Thiam, dans le quotidien Grand Panel, annonce des mesures pour le renforcement du centre de contrôle des fréquences. Et puis 4e édition de la journée Set-Setal Sunureu et sensibilisation. Freiner l'hécatombe des noyades et accidents. Matam met les bouchées doubles pour accueillir le premier ministre. La question des accidents et des noyades à l'ordre du jour, relève le quotidien national Le Soleil. Et enfin, nous terminons en sport. Ligue des Nations, l'équipe de France battue par l'Italie. D'après la tribune sport, du pain sur la planche. Première journée qualification CAN 2025. Le Sénégal tenu en échec à domicile par le Burkina Faso affiche le Dakarois. 1 but partout. Triste nul, Alioune Cissé hué. J'assume totalement ce match nul, a reconnu le coach des Lions de la Teranga. C'était tout pour la revue des quotidiens. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Merci à Seydi Haj Libas Mbaye qui en a assuré la partie technique. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. La rédaction en chef a été assurée par Elhadji Ibrahima Gaïté devant ce micro. Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 18 minutes. Ce sera un Wolof avec Mariam Ba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Gamou international de Medina Baye, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, était à Kaolack. Il assure que toutes les dispositions sont mises en place pour un meilleur approvisionnement en eau potable. Medina Baye reçoit beaucoup de fidèles du Sénégal, d'Afrique et du reste du monde.
monde. Soldats, agriculteurs et producteurs sont à l'école de la formation sur les moyens de prévention ou d'atténuation des effets de l'utilisation des pesticides et l'élaboration d'un cadre de lutte antiparasitaire et de gestion des nuisibles et leurs résidus. La rubrique Djangondo Chi Benen Anam ou apprendre ensemble autrement s'est intéressé aujourd'hui au pouvoir. Émission du juge d'instruction Ndeye Fatou Cissé s'est entretenu avec l'avocat à la cour, maître Adam Ndiaye. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue de quotidien. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite de programme sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.